Bonjour à tout le monde. Je vous propose de démarrer cette visioconférence inédite sur le thème de l'urbanisme circulaire avec en intervenant ce soir Sylvain Grisot, Bonsoir. qui est fondateur de l'agence Dixit.net, qui est une agence, un cabinet conseil spécialisé dans la recherche urbaine. En partenariat avec FNE13, la Fédération France Nature Environnement Bouches-du-Rhône, représenté par son président Richard Ardouin, qui nous dira un petit mot en introduction de cette visioconférence sur le positionnement de la fédération et ses combats depuis quelques années, puisque FNE13 est une association qui a 46 ans maintenant et qui donc a vécu, on va dire, de nombreuses questions sur les logiques d'artificialisation des sols. Nous aurons le plaisir également d'accueillir Alain Goléa, qui est aussi administrateur de France Nature Environnement Bouches-du-Rhône, plus spécifiquement en charge des questions agricoles. Et Alain nous parlera notamment de l'artificialisation des sols sur le département des Bouches-du-Rhône, avec notamment une opération inédite et assez originale qui est un recensement des terres agricoles en danger. Voilà. Et puis nous laisserons la parole, j'allais dire, à Sylvain, qui est pour le cœur du débat sur ces questions d'urbanisme circulaire. Les interventions d'Alain et bien sûr de Sylvain permettront aux participants de poser des questions et d'intervenir dans le cadre d'un débat qu'on essaiera de faire le plus participatif possible compte tenu des conditions techniques dans lesquelles il est réalisé. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore Zoom, merci de bien vouloir d'abord dans un premier temps vous signer ou renommer peut-être vos profils correctement, ce qui me permettra de nommer correctement les personnes quand elles voudront prendre la parole. Et cette prise de parole peut être envisagée sous deux formes, soit avec le petit logo de chat que vous avez sur votre écran qui vous permet d'envoyer une question ou de demander ou de solliciter la prise de parole afin que je puisse vous l'accorder, ou alors, pour ceux qui connaissent un peu mieux, de lever la main si vous avez une fonctionnalité. En cliquant sur l'icône participant, en bas à droite, vous avez la possibilité de lever la main pour intervenir ou poser une question. Voilà, donc nous étions 130 inscrits sur la plateforme tout à l'heure. Voilà, là, on est un petit peu moins de 60 participants. Je vous propose de démarrer avec Richard Ardouin, président de France Nature Environnement, qui va introduire cette visioconférence. Et Richard, je te laisse la parole. Oui, bon, je n'ai pas l'image, mais fait bon. Oui, alors bon, donc bien bonsoir. Donc je me présente, Richard Ardouin, président de France Nature Environnement Bouches-du-Rhône. Mais comme partie d'une fédération qui mutualise une cinquantaine d'associations, donc je suis également président du collectif Anti-Nuisance Environnement. Voilà. Donc merci d'être nombreuses ce soir pour cette première visio. Donc nous avons cru comprendre qu'il y a une attente pour ce type de visio et on fera même d'y répondre étant donné que nos associations sont actives dans de nombreux domaines. Et quand je dis actives, agissantes et exigeantes. Alors, donc cette première visioconférence est organisée à l'initiative de notre délégué à l'agriculture, Alain Goléa, qui est par ailleurs président de l'association d'Oriol Forum Citoyen et puis Terre Fertile également, accompagné par notre délégué à la communication que vous avez entendu, Jean-Luc Moya, qui est président de l'association Agir pour l'accro. Voilà, et donc là, le thème aujourd'hui, c'est un thème qui nous est cher parce que c'est un thème sur lequel les atteintes sont quasiment irréversibles.
C'est-à-dire qu'une fois qu'une terre est artificialisée, c'est très, très compliqué pour la ramener à l'état naturel. Alors, la vision consacrée à l'urbanisme circulaire, en opposition à l'étalement urbain, qui artificialise les sols, tendance contre nature, et qui, lorsque nous interpellons les maires, c'est toujours pour des raisons qui s'imposent à eux. Voilà. Alors, comme pour toutes nos actions de protection, l'efficacité impose en réaction à FNE 13 de se doter d'une mission juridique forte et dont la charge est assurée par nos délégués au juridique, Stéphane Copé, donc association SOS Eau et Nature et collectif Vélo en Ville, et Philippe Musarella, président de l'association pour la préservation du poumon vert de Saint-Mitre. Voilà, vous êtes vraiment dans une fédération où ce sont les associations qui sont à la manœuvre. Alors, pour présenter les débats de l'économie circulaire, FNE 13 remercie Sylvain Grisot, urbaniste et fondateur de DixitNet, d'avoir accepté d'intervenir sur ce thème majeur aux conséquences difficilement réversibles. Donc, je conclurai par qui nous sommes. Donc là, vous l'avez un peu compris déjà, FNE 13, une association de protection de la nature et de l'environnement par et pour ses associations membres, proposant accompagnement, mutualisation et coordination. 50 associations à ce jour constituent FNE 13 et qui agissent au sein de leur territoire pour la réconciliation de l'homme et de la nature. C'est ainsi que FNE 13 est la voix de ses associations membres réparties sur l'ensemble du département des Bouches-du-Rhône et un peu plus par ses pays d'Aix et d'Aubagne, débordant ainsi sur le 84 et le 83. Si vous souhaitez davantage d'informations quant aux actions de nos membres, nous vous invitons à consulter notre site FNE 13 et à vous abonner à notre newsletter. Et bien évidemment, si vous souhaitez, à votre mesure, agir dans les valeurs France Nature Environnement, nous vous suggérons de rejoindre l'association FNE 13 qui vous correspond le mieux en termes de territoire et de thématique. Voilà. Place maintenant aux intervenants en vous souhaitant une bonne soirée et j'espère à bientôt. Merci Richard. Alors, il y a déjà une personne qui a levé la main, je ne sais pas pourquoi, Monsieur Patricio Oliviero. Sans doute une erreur de manipulation. Je ne sais pas si vous nous entendez. Vous pouvez activer votre micro. Non, voilà, c'est top. Je pense que c'est une erreur de manipulation. Dans ce cas, nous allons directement entrer dans le vif du sujet avec l'intervention d'Alain Goléa qui est en charge de toutes les questions d'agriculture au sein de FNE 13 et qui a depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, entrepris un très gros travail de recensement des terres agricoles en danger sur notre département qui malheureusement n'est pas un cas exceptionnel en France. Donc Alain, si tu nous entends, je te laisse la parole. Ce serait peut-être plus sympa pour ceux qui nous écoutent de voir. Donc si tu peux, Alain, activer ta vidéo en bas à gauche. Je pense que pour les personnes qui nous suivent… Oui, tu m'entends, Jean-Luc? Je t'entends très bien. Mais c'est toi qui as bloqué la vidéo. Bon. C'est quand je veux la démarrer, elle me dit que c'est arrêté parce que c'est par l'animateur. Bon, ben je regarde ça. Je regarde ça. Allez-y, là. Oui, non, voilà, ça y est. voilà. Ça y est. C'était une manipulation involontaire. Bon, bonjour à tout le monde. Donc, Richard a planté le décor, si on peut dire. Donc, effectivement, moi, je vais me limiter uniquement à illustrer le cas des Bouches-du-Rhône. On pourrait dire énormément de choses au plan national. Vous savez qu'en ce moment, dans les jours à venir, il va y avoir le débat et le vote à l'Assemblée nationale sur la loi climat. Qui est censé reprendre une partie des propositions des 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat, dans lequel il y a un chapitre important sur l'artificialisation. Bon, ce n'est pas le lieu ce soir d'en débattre, donc je vais volontairement rester sur la question des Bouches-du-Rhône. Donc, Richard l'a dit tout à l'heure, en parlant d'extension urbaine, quand la ville s'étend,
les terres agricoles diminuent. Vous connaissez tous les chiffres, je vous les rappelle très très brièvement. Chaque seconde, il y a 20 mètres carrés de terres agricoles qui disparaissent en France. C'est environ 70 000 hectares de terres agricoles qui disparaissent chaque année sur le territoire national. Pour que vous puissiez visualiser ça plus facilement, sachez que c'est à peu près l'équivalent d'un département français qui disparaît tous les 7 ans au niveau des terres agricoles. Et si on ramène tout de suite cela au niveau des Bouches-du-Rhône, sachez que de 1988 à 2014, c'est l'équivalent de la ville de Marseille qui, en terres agricoles, qui a été rayée de la carte. Donc c'est malheureusement, bien que le contexte législatif soit plus favorable aujourd'hui, depuis 2019, le gouvernement a fait paraître une circulaire gouvernementale sur le zéro artificialisation net. Zéro artificialisation net ne voulant malheureusement pas dire que c'est l'arrêt immédiat de l'artificialisation des sols, mais c'est que le moins doit compenser le plus. C'est-à-dire que quand on artificialise, on doit compenser. Bien, on se rend compte que malgré ces textes, ces dispositifs-là, il n'en est rien et que l'artificialisation continue. Alors, elle continue pour deux raisons. Elle continue d'abord parce que aucune mairie n'affiche dans son bilan annuel de données sur l'artificialisation des terres agricoles au niveau de sa commune. C'est la raison pour laquelle nous, au niveau de France Nature Environnement des Bouches-du-Rhône, nous avons voulu démarrer le premier répertoire associatif et citoyen au niveau national qui fait le recensement des terres agricoles en danger. Parce que dans chaque commune, c'est toujours le même discours. On vous dit, écoutez, il y a, oui, c'est vrai, il y a 2, 3, 4, 5, 50 hectares qui sont artificialisés parce qu'on est obligé, on reviendra rapidement là-dessus. Mais comparé à tout ce qu'on a au niveau comme richesse et comme potentiel agricole au niveau du département, ce n'est pas vrai. Donc, nous, on a voulu faire au niveau de FNE 13 un travail de recensement des terres agricoles qui sont aujourd'hui menacées. C'est un travail qui est très fastidieux, qui n'est pas sans risque, parce que ce qui concerne l'urbanisme, et en particulier l'artificialisation des sols, c'est un concentré, je pèse mes mots, c'est un concentré d'affairisme, un mélange des genres. Et donc, il y a des personnes qui ont bien voulu nous faire du signalement, mais qui n'ont pas voulu écrire parce qu'ils craignaient, oui, malgré qu'on est en 2020 et 2021, parce qu'ils craignaient d'avoir à écrire, à rédiger la fiche locale. Donc, Jean-Luc, si tu peux montrer la carte non, la carte du... Voilà. Donc, voilà, ça, c'est Attends, qu'est-ce que tu veux, excuse-moi, les statistiques ou tu veux commencer par les statistiques non, ou la carte? non, la carte du département. D'accord, La carte du département, voilà, c'est ça. Merci Jean-Luc. Donc, vous voyez, contrairement aux chiffres de la préfecture qui parlent de 600, 500, 600 hectares artificialisés par an, nous, on a fait un recensement à la mesure de nos petits moyens. Et donc, vous voyez que sur 118 communes, il y a 24 communes qui procèdent à de l'artificialisation. Et vous voyez le chiffre qui apparaît de 1985 hectares qui sont aujourd'hui menacés. Ces chiffres-là, ce sont les chiffres de 2019 et nous allons procéder au mois de mars, avril à la réimpression du répertoire des terres agricoles menacées. Et malheureusement, je dis bien malheureusement parce que nous voudrions que le chiffre baisse, le chiffre de 1985 hectares ne baisse pas. Les 24 communes qui procèdent à de l'artificialisation vont passer, alors le chiffre va dépasser les 2200 hectares.
on va passer de 24 communes à 26 communes et on va avoir plus de 65 zones qui sont impactées. Alors, c'est un phénomène qui est malheureusement plus important dans notre département que dans les autres des régions de France. Si tu veux bien montrer, Jean-Luc, les chiffres clés. S'il y a 9% du territoire, voilà, l'autre, voilà, s'il y a 9% du territoire qui sont artificialisés, le département des Bouches-du-Rhône est malheureusement très nettement au-dessus de cette moyenne avec 18,7%. Vous voyez là donc que dans tous les départements qui composent la région sud, la part des surfaces artificialisées en 2015, elle est supérieure à la part des surfaces artificialisées en 2010. Alors on nous dit, ben oui, c'est vrai, mais vous comprenez, avec l'attractivité qu'a notre région, qu'a les Bouches-du-Rhône, avec tous les gens qui quittent les départements, on est obligé de faire de l'artificialisation parce que vous comprenez bien que nous avons l'obligation légale de devoir faire des immeubles et pour loger tous ces habitants. Et ben, malheureusement, la réalité, c'est pas celle-là, donc entre le discours qu'on nous tient et la réalité. Et là, vous avez un premier graphique qui est intéressant. Donc, on vous a même mis la source, c'est la gamme. Donc, ce n'est pas des chiffres FNE. La gamme, c'est l'agence qui s'occupe de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. C'est l'agence d'urbanisme officielle du département. Et qu'est-ce qu'on voit dans ces chiffres? Eh bien, on voit que puisqu'on se rapporte à l'élément, oui, mais on artificialise pour loger des gens. C'était vrai dans les années 1988 jusqu'au début des années 2000. Vous voyez qu'il y a marqué 90% des zones urbanisées, c'était pour faire du logement. Et bien, vous voyez qu'en 2014, le chiffre, il passe de 90 à 31%. Et nous sommes en 2020 et je pense que c'est le problème de tous les chiffres d'urbanisme, de toutes les statistiques d'urbanisme. Je pense qu'aujourd'hui, en 2021, ce chiffre, il a encore nettement baissé. Et ce qui ne représentait que 3% dans les années 88-2000, c'est-à-dire la création de zones industrielles, commerciales ou d'infrastructures, eh bien, ça monte aujourd'hui à 55%. Je vais vous donner un exemple tout récent, deux exemples qui sont malheureusement emblématiques au niveau de notre département. C'est la zone de contournement autoroutier d'Arles, qui menace rien moins que 1000 hectares de terres agricoles pour un gain, alors pour plus de 800 millions d'euros de travaux, pour un gain estimé de faire gagner 15 minutes de circulation, gain de temps de 15 minutes de circulation au camion. Et un tout dernier exemple qui est également dans cette région, puisque malheureusement, nous sommes devenus un hotspot le département en termes d'implantation de plateformes logistiques. Le dernier exemple, ça ne fera pas plaisir peut-être à la préfecture s'ils nous entendent, c'est ce qui a été récemment débattu, c'est-à-dire à Grance, où pour implanter une plateforme logistique, une nouvelle plateforme logistique, il va y avoir 34 hectares de terres agricoles qui sont menacés. Donc, l'argument de dire qu'on urbanise pour loger des gens, c'est un argument qui est parfaitement faux. En plus, et Sylvain, je porte à la connaissance de Sylvain Grisot ces éléments, si tu veux bien montrer également, Jean-Luc, l'autre graphique, voilà. Non, celui-là, juste d'avant, non, on est en direct encore. Celui d'avant, les petits histogrammes. D'accord, attends, excuse-moi. Voilà, non. Là. Celui-là, voilà. Donc, quand vous faites la comparaison, c'est-à-dire que malheureusement, quand on artificialise un hectare de terre agricole, est-ce qu'on est performant? Vous voyez que non seulement on est l'avant-dernier élève des grandes métropoles françaises, puisque grosso modo, on urbanise, on artificialise un hectare,
eh ben, on n'est même pas les plus efficaces pour installer des habitants, on n'est pas les plus efficaces pour installer des résidences principales, et on est vraiment également un mauvais élève en termes d'emplois supplémentaires. Alors, pour vous donner ensuite un dernier élément concernant le cas des Bouches-du-Rhône, est-ce que tu peux montrer la carte, Jean-Luc? Non? Voilà, celle-là. Donc celle-ci, elle est intéressante, cette carte, c'est comment se fait l'artificialisation et au détriment de quoi? Eh bien, sur la carte, vous n'avez pas les légendes, je vais donc vous les faire. Vous pouvez également vérifier la véracité de nos propos et de mes propos. C'est un document qui est paru dans une publication de la Gamme. Donc, vous voyez tout ce qui est autour. Par exemple, on va prendre le cas d'Aix-en-Provence ou le cas de Gardanne. Tout ce qui est en orange foncé et vert foncé. L'orange sur le jaune, c'est tous les terres agricoles qui ont été artificialisées sur des secteurs à dominante agricole. Et le vert foncé, c'est toutes les zones naturelles qui ont été artificialisées sur des secteurs à dominante zone naturelle. Donc, on le voit très bien, en gris, c'est ce qui était la zone urbanisée à Aix-en-Provence, comme à Gardanne, en 1988. Et donc, vous voyez cette espèce de maladie qui ronge nos territoires, qui est l'urbanisation galopante et qui est l'étalement urbain. Donc voilà, donc, parmi les changements radicaux que l'on doit faire, c'est de dire, alors il faut le dire très clairement, c'est qu'aujourd'hui, nous devons la possibilité, je mets également entre parenthèses la possibilité financière, mais même qu'ont chaque ménage, chaque habitant, mais aujourd'hui, le fait que la ville s'étale de plus en plus et que chacun ait sa propriété, son logement individuel, ce n'est pas possible parce que ça se fait au détriment des terres nourricières, des terres agricoles. Alors, comme je l'ai dit en introduction, et je vais conclure mon propos là-dessus, on ne va pas rentrer sur des modifications à faire au niveau des textes législatifs. Il faut absolument que la loi promise par le président de la République, la loi de protection du foncier agricole, promise depuis 3 ans, différée depuis 3 ans, voit le jour. Il faut effectivement que la circulaire sur le zéro artificialisation nette passe d'une circulaire à quelque chose qui soit contraignant et qui soit prescriptif. Il faut que les documents d'urbanisme soient aujourd'hui à la hauteur des ambitions que nous avons, que pas nous, France Nature Environnement, avons, mais si nous voulons arrêté d'importer 50% des légumes et 50% des fruits et que nous voulons retrouver du sens, et quand je dis ça, il faut savoir qu'en 1950, c'est-à-dire ça ne remonte pas à si loin que ça, moins d'un siècle, la ville de Marseille était autosuffisante sur le plan alimentaire. Au jour d'aujourd'hui, l'autonomie alimentaire de la ville de Marseille est de 2,1 jours. Donc, il faut premièrement que les textes, avec la législation, bougent. Il faut que voter un texte, ce n'est pas suffisant, puisque je vous invite à lire le rapport qu'a fait la mission sur la lutte contre l'artificialisation. C'est un document qui est excellent, qui a été rédigé en juillet 2019, qui est resté dans les placards. Elle dit que, simplement pour prendre un des articles, un des chapitres qui est dans le rapport, il faut entre 5 et 10 ans, et parfois plus, pour qu'une disposition législative ou réglementaire imposée au SCOT soit effectivement mise en application sur le terrain
s'ajoute à cela le temps de mise en œuvre des projets. Donc, oui, il faut une meilleure législation, oui, il faut un meilleur texte réglementaire, mais dans le premier temps, il faut que nous, les associations, il faut que nous, les citoyens, on fasse ce travail de lancement d'alerte, malheureusement à la place des pouvoirs publics. Il faut qu'on mette effectivement les pouvoirs publics, les décideurs, qu'ils se mettent en cohérence avec leurs bonnes déclarations ou même avec des plans d'action. Par exemple, on ne peut que se féliciter que la métropole a publié le programme alimentaire territorial. On ne peut que se féliciter que la métropole ait voté un plan d'action pour l'agriculture urbaine, mais force aujourd'hui est de constater qu'il y a toujours cette artificialisation qui ne ralentit pas. Donc il faut que nous, les citoyens et nous, les associations, et au niveau de France Nature Environnement des Bouches-du-Rhône, on a voulu jouer les précurseurs, nous fassions ce travail de recensement des terres agricoles menacées et que dans le même temps, nous soyons également force de proposition. Je voudrais donner un exemple. Est-ce que tu peux conclure, Alain, parce qu'il y a quelques questions qui émergent. On a obtenu des avancées. Sur Auriol, la commune où j'habite, il y a une pétition qui a été faite avec 6 500 signatures. Eh bien, le projet de menace des 7 hectares, il a été, sur la zone des Adrets, a été stoppé. Et le nouveau maire d'Auriol, je leur remercie, a décidé de créer une zone agricole protégée. Voilà. Donc, c'est aujourd'hui l'artificialisation des terres agricoles. Ça fait partie, je cède la parole à Sylvain Grisot, ça fait partie de l'urbanisme que nous voulons et de cet urbanisme circulaire. Voilà, merci bien. Merci Alain. Avant de passer la parole à Sylvain, on a quelques petites remarques et questions sur lesquelles je te demanderai de répondre assez rapidement, Alain. Celle d'Hélène Buzidan et monsieur ou madame Guiraud qui se recoupent et qui demandent simplement quel est le mode de calcul ou de la définition d'une terre agricole menacée qui ont été recensées dans le répertoire. Je vais répondre très rapidement. Ce sont les zones agricoles qui sont classées A et qui passent en AU, ou bien ce sont également, c'est le parti pris que nous avons choisi au niveau de FNE, ce sont des zones agricoles, ce sont des zones qui ont été déclassées de N en AU, mais qui n'ont pas, coup de chance pour l'instant, encore été bétonnées. Donc, on se dit que tant qu'elles n'ont pas été bétonnées, il y a un espoir de pouvoir les faire revenir en zone agricole, comme laisser espérer une circulaire restée confidentielle de notre ex-préfet, M. Dartout. Merci Alain. Il y avait une intervention, enfin en tout cas une question dans le chat d'Élie Ducot qui mérite à mon avis de lui donner la parole parce que la remarque est assez longue dans le chat. Donc Élie Ducot, j'active votre micro si vous souhaitez intervenir par rapport à la question de l'artificialisation. Je vous donne la parole. Oui, merci beaucoup. Oui. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Oui, on vous entend. Eh bien, oui. Voilà, moi, cette question, ça émane d'un constat de terrain que je fais dans les Hautes-Alpes. Comme je l'ai écrit, dans le département des Hautes-Alpes, en fait, on a une très grande partie de la surface qui est très montagneuse, donc en fait, où c'est impossible de construire, qui n'est pas concernée par une urbanisation future, en fait. Donc là où se concentre l'urbanisation, c'est vraiment les fonds de vallée, les zones plates. Donc finalement, on a une surface artificialisable qui est faible dans le département, mais du coup, c'est là que se concentrent toutes les activités, hein, les habitations, les activités économiques. Et donc sur cette surface qui est faible, on a une pression anthropique qui est très très forte et au détriment de nombreux milieux naturels
et de terres agricoles. Donc voilà, au final, je pense que si on faisait la comparaison, la pression anthropique serait aussi forte, enfin peut-être pas aussi forte, mais ça serait la pression anthropique est très forte aussi, je pense, dans les Hautes-Alpes et dans les départements montagneux que dans les départements plus plats et plus facilement artificialisables comme les Bouches-du-Rhône, quoi. Oui, oui, je comprends très bien Enfin, vous avez raison de faire ce témoignage. Proportionnellement, ça doit être vrai. Il faut savoir que en 1950, euh, le prix moyen ramené en euros d'un hectare agricole était de 170 euros. En 2018, c'est 6 000 euros le prix moyen de l'hectare en France. Dans PACA, c'est 10 300 euros, donc non pas 6 000, mais 10 300 euros, avec des fortes disparités. Je ne sais pas combien c'est dans le 0,5, mais c'est 6 500, très proche de la moyenne nationale dans le 0,4. Et ça monte à 16 300 dans les Bouches-du-Rhône. Juste pour vous donner un ordre d'idée, en préparant la visioconférence, j'ai regardé un petit peu le prix du mètre carré constructible dans les Bouches-du-Rhône. À 20 km de Marseille, c'est 530 euros le mètre carré. Donc, vous avez acheté un terrain à 16 300 euros et il peut vous rapporter entre 1 million et 5 300 000 euros. Donc, vous comprenez le pourquoi de la pression financière, y compris par rapport à un milieu agricole qui vit des très grosses difficultés. Il faut savoir quel est le montant de la retraite d'un paysan agricole, moins de 1 000 euros. Les conditions de travail, le fait que sa famille ne veut pas reprendre. Donc, vous voyez tout le lobbying qui est exercé et qui se fait sur eux. Le problème, c'est que ça se fait comme la carte le montre. Il faut qu'on avance, ça se fait Alain. toujours au détriment des terres agricoles. Merci Alain, merci Élie Voilà. pour cette juste intervention. Je vous propose d'avancer parce qu'on a déjà, le sujet est toujours très passionnant. On a déjà un petit peu entamé le temps d'intervention. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer directement la parole à Sylvain Grisot, qui est urbaniste, qui a fondé en 2015 l'agence Dixit.net, qui est une agence de conseil et de recherche pour les transitions urbaines. Sylvain Grisot est aussi conférencier, enseignant et chercheur à l'Université de Nantes et auteur du Manifeste pour un urbanisme circulaire, paru en 2000 et réédité en 2021. Donc, vous voyez la couverture sur votre écran. Inspiré des principes de l'économie circulaire, ce manifeste a été écrit pour donner aux citoyens, aux professionnels, aux élus qui font la ville l'envie d'engager concrètement la transition vers un urbanisme circulaire. Sylvain, je vous laisse la parole pour cette très, très intéressante question de l'urbanisme circulaire. Merci, merci pour la présentation. Je pense que là, vous voyez mon écran, a priori. Très bien. Ok, parfait. Alors, écoutez, on est parti. Alors, je vais commencer. Alors, je vais pas me présenter puisque Jean-Luc, tu viens de le faire. Je pense que ça suffit. Ce qui est important, c'est que moi, je parle de la pratique. Ça fait une quinzaine d'années que je travaille sur les questions de fabrication de la ville sur la ville. C'est de la pratique que finalement j'ai eu un retour sur l'analyse de ma pratique et de notre pratique globalement. L'occasion d'écrire un bouquin, donc qui est pas du tout la conclusion. Normalement, on écrit un bouquin quand on a fini de réfléchir. Moi, c'est plutôt le début. C'est plutôt une étape de réflexion et une amorce. Et je vais plutôt que de vous asséner ce que je savais avant, je vais simplement commencer un petit peu à vous esquisser ce que j'ai découvert en écrivant ce truc-là, puisque j'ai fait pas mal de découvertes. Alors, on va commencer. Alain, tu m'en voudras pas, mais je vais te contredire sur des points qui sont cette question des chiffres qui est évidemment importante. Ce n'est pas une anecdote. Alors, bon, vous le savez, on a une croissance de la population et une croissance de la part urbaine de la population. Ce n'est pas que dans les pays
comme on dit, en voie de développement. Hein. C'est aussi le cas en France, même si on est plutôt sur un processus qui s'achève. Donc, qui dit plus de population urbaine, dit plus de villes. Hein. Il y a une forme de logique, une équation très claire. Et donc, un aménagement des périphéries urbaines de façon à héberger tout le monde. Ça, c'est la vision aménageur. Ça, c'est une vision un petit peu moins bucolique. Alors, en général, et tu l'as fait, hein, Alain, c'est pour ça que tu m'excuseras, on doit commencer ce type de discours en disant, en France, on artificialise, c'est le nouveau terme, hein, disons qu'on urbanise, hein, l'équivalent d'un département tous les 7 ans. En effet, ça revient souvent, hein, la donnée de 7 ans. En fait, ces dernières années, on entend plutôt 10 ans. Et la ministre de l'écologie a raffiné encore le procédé très récemment en disant un département comme la Drôme tous les 10 ans. Hein. Donc, on commence à affiner les choses. Sauf qu'en fait, on a des sources de données, ou plus exactement, on avait des sources de données extrêmement peu fiables. Et on a des données, en tout cas harmonisées et relativement précises, que depuis 1 an et demi. Ça veut dire qu'on parle de cette question-là, de l'extension de la ville, depuis des années, sans même être capable de compter, de comptabiliser, de poser des chiffres sur les choses. Alors, c'est des données fiscales, ça vaut ce que ça vaut, mais en général, les données fiscales sont assez précises en France. Et j'ai une très bonne nouvelle. En fait, en France, on artificialise l'équivalent d'un département métropolitain. Hein. Je me suis permis de sortir les DOM, hein, notamment la Guyane, qui faussait les moyennes, tous les 20 ans. Voilà. Donc, c'est peut-être moins grave qu'on le disait. En fait, pas du tout. C'est 30 000 hectares par an. 30 000 hectares par an, c'est une vingtaine d'aéroports de Notre-Dame-des-Landes tous les ans. Hein. Pourtant, on n'a pas de manifestation dans les rues de Nantes. C'est 375 EuropaCity tous les ans. On n'a pas de tribune dans Libération. C'est 5 stades de foot toutes les heures. Hein. Donc, on n'est pas sur un phénomène anecdotique, on est sur un phénomène massif, mais diffus. Diffus, finalement, dans le territoire. Et quand on met la cartographie, hein, de cette consommation de sol. Donc, c'est le changement de statut. Hein. On passe d'espaces naturels, agricoles et forestiers à des espaces urbains. Donc là, on parle d'usage. En fait, on retrouve finalement la géographie logique, hein, qu'on connaissait, à la fois des métropoles régionales et des secteurs littoraux en fort développement. Mais quand on zoome, ce n'est pas tout à fait la même chose. En fait, Alain le disait tout à l'heure, on n'est pas l'équation, elle n'est pas complètement immédiate. En fait, on a une dissociation de la courbe de la croissance de la population et de la courbe des surfaces urbanisées depuis les années 50. C'est-à-dire qu'en fait, on fait grandir la ville 3 fois plus vite que sa population. Hein, donc, on a une forme, on pourrait imaginer qu'on a une forme de relation entre les deux, mais qui n'est plus une relation proportionnelle. Mais en fait, on n'a même pas cette relation-là, parce que quand on regarde de façon plus précise, alors moi, j'ai pris Pays de la Loire et Bourgogne. Alors, j'habite à Nantes, je suis un ancien aixois, hein, mais j'habite à Nantes aujourd'hui, donc je parle des Pays de la Loire. Et je ne vais pas parler des vins, hein, des cépages respectifs, mais sur la période 2010-2015, on est sur des dynamiques très différentes. C'est 2 régions qui ont des surfaces équivalentes. Une région en très forte croissance de population, plus 150 000 habitants dans les Pays de la Loire, ce n'est pas une paille, mais plus 900 habitants en Bourgogne, donc globalement une stagnation. La Bourgogne, qui a tourné globalement à vide sur cette période-là, a quand même consommé 1/3 de ce qu'ont consommé les Pays de la Loire. Pire, quand on prend les 14 000 communes qui ont perdu des habitants sur la même période, en fait, elles ont consommé 1/4 du foncier consommé pour les besoins d'habitat. Hein, donc, on a 1/4 des lotissements en France qui sont construits dans des communes qui perdent des habitants. Donc, ce n'est pas un problème de proportionnalité, c'est qu'il n'y a pas de relation en fait. On n'a plus de relation entre d'un côté la croissance de la population et de l'autre côté la croissance de la ville. Ce serait pareil, hein, évidemment, pour la question des emplois, mais c'est plus difficile à mesurer. C'est pour ça qu'on parle d'étalement, parce qu'on a un problème d'efficacité. On consomme du sol urbain sans amener du service urbain. Finalement, sans amener les fonctionnalités de base de ce qu'ont la ville, c'est-à-dire travailler, se nourrir, etc., etc. Alors, ça a évidemment des impacts, hein, je ne vais pas vous faire un dessin, des impacts environnementaux par l'atteinte ou la fragmentation des milieux, des atteintes et des impacts extrêmement importants sur la question des sols agricoles. Hein. Ça a été dit, c'est le cas chez vous, c'est le cas partout en France. Aujourd'hui, hein, l'essentiel des sols qui servent à faire la ville sont agricoles, 80%. Et on a, sur les dernières données, 96% de la perte de sol agricole qui est associée, non pas à la forêt,
forêt, comme on le dit très souvent, mais qui est associé à l'artificialisation pour l'urbanisation. Très clairement, les flux sont très nets. Quand on fait la ville, on consomme. La matière première de la fabrique de la ville, c'est du sol agricole. Je ne vous fais pas un dessin, ça tombe assez mal. On a une transition et un choc climatique en cours, et on a une transition agroécologique à mener. Dans les deux cas, avec des besoins de sol pour maintenir, ne serait-ce que maintenir une question un niveau de production et donc de sécurité alimentaire pour notre pays. On a des conséquences économiques avec des surcoûts directs à l'investissement, mais aussi des surcoûts indirects qui sont liés au coût des services ou des infrastructures urbaines. Aujourd'hui, c'est une épée de Damoclès qui va peser notamment sur des territoires comme les Bouches-du-Rhône, puisqu'on a beaucoup investi pour étendre notamment les réseaux, mais beaucoup moins investi pour les entretenir. Et la question de la mise aux normes est une épée de Damoclès sur les finances publiques locales. C'est une bombe qui a déjà explosé aux États-Unis avec l'abandon de l'entretien d'un certain nombre de réseaux, notamment routiers. Et puis, on a un urbanisme à fragmentation que vous connaissez bien, qui est ce phénomène d'éviction du cœur des métropoles, d'éviction notamment des ménages aux revenus normaux, et qui vont chercher toujours plus loin une capacité à la fois à se loger, mais aussi à avoir une acquisition. On voit ça très bien dans un certain nombre de métropoles, et c'est un phénomène qui tend à se polariser là-dessus, qui est lié notamment à l'incapacité qu'on a à produire du logement abordable. On a une impasse climatique, directement par la consommation du sol. On a du carbone stocké dans les sols agricoles, dans les prairies notamment, et aussi dans les forêts. Plus de carbone stocké dans le sol d'une forêt que dans les arbres eux-mêmes, dans le bois des arbres, en tout cas ce qu'il y a à l'extérieur, mais aussi évidemment induite par rapport aux mobilités automobiles, sur lequel on a une asphyxie du système que vous connaissez aussi très bien, où on arrive au bout de la capacité à augmenter finalement les infrastructures. Et aujourd'hui, on a une forme de thrombose, disons-le clairement, d'asphyxie du système automobile. On nous vend l'image du haut et en fait, on vit l'image du bas. Alors, la voiture, c'est évidemment une conséquence de l'étalement urbain, mais en fait, c'est sa cause. Donc, je vous propose aussi de revenir rapidement dans l'histoire. 1908, la première Ford T sort des usines à Détroit. On est donc aux États-Unis. Ce n'est pas une révolution technologique, c'est une révolution en termes de processus de fabrication, puisque c'est le début de l'industrialisation. L'industrialisation, c'est une standardisation de l'objet. On fait toujours la même chose. Henry Ford le disait très bien, les Américains ont le choix de la couleur tant qu'ils prennent du noir. On standardise l'objet, et puis ensuite, on a des process de production sur lesquels chacun a son rôle, et on limite les interfaces entre les uns et les autres. Alors, c'est une révolution, mais donc pas une révolution technologique, c'est une révolution parce qu'on a une forme de massification de la présence de la voiture dans la rue américaine, et ça ne se passe pas aussi souplement que l'arrivée de l'iPhone dans nos rues. On a des débats extrêmement vifs, notamment dans les années 20, parce qu'on a des milliers de morts dans les rues américaines, puisqu'on a tout à coup un véhicule qui va vite, qui vient s'insérer dans un espace public qui n'est pas régulé. Le trottoir est la plupart du temps inexistant, et il ne sert pas du tout à isoler le piéton, il sert à le protéger du crottin de cheval. Donc on est dans une organisation de la rue sur laquelle chacun passe, chacun se croise à basse vitesse, et donc les chevaux, les calèches, les vélos et les piétons se croisent de façon relativement posée. Ça ne se passe pas du tout comme ça avec l'accélération des vitesses, et notamment avec l'irruption de la voiture dans la ville. Il y a beaucoup de débats. Il y a une grande campagne qui est menée autour d'un personnage fictif, Mr. Jay Walker, pour retourner la charge de la responsabilité de l'accident. En fait, ce n'est pas la voiture qui vient écraser le piéton, c'est le piéton qui ne sait pas traverser. Et première victoire, et c'est le début de la civilisation automobile, ou en tout cas sa transformation de la ville, avec en 1925 à Los Angeles, épicentre de la culture automobile, la première réglementation qui impose aux piétons de rester dans son coin, finalement, de rester sur le trottoir. Donc on redistribue l'espace public au bénéfice de la voiture il y a moins d'un siècle. On est sur un mouvement qui est extrêmement récent, et c'est le tout début, c'est-à-dire il y a moins d'un siècle, c'était le début de cette transition, et c'était à l'épicentre de la culture automobile, qui était un espace de production de pétrole, Los Angeles. C'est là où on a le croisement des courbes. C'est dans ces années 20-25 sur lequel on a un nombre de véhicules, de voitures en circulation qui dépasse le nombre de chevaux en circulation. C'est aussi dans ces années-là où on invente les premières boîtes de nourriture pour chiens, puisque les boîtes de nourriture pour chiens sont remplies des chevaux excédentaires
dont on n'avait plus besoin. Donc après les piétons, c'est les chevaux qui font les frais de l'irruption de la voiture dans la ville. Ensuite, ce sera les tramways électriques, notamment par un travail très concerté des opérateurs automobiles américains pour récupérer l'équivalent des délégations de services publics aux États-Unis. Et puis, globalement, l'onde de choc va se répartir partout en France, avec dans le monde, avec l'abandon progressif de l'ensemble ou de pratiquement tous les réseaux de tramways qui renaîtront que dans les années 80. Sauf que là, je ne vous ai toujours pas parlé d'étalement urbain. Donc, j'arrive à la Seconde Guerre mondiale. En fait, l'étalement urbain n'a pas commencé, même aux États-Unis. Ça commence après la Seconde Guerre mondiale, avec le retour d'un des fils Leavitt. Leavitt & Sons, c'est une entreprise générale de construction qui a fait son service dans le génie américain. Et il est inspiré par la capacité du génie à construire des baraquements. Donc, construction hors site, standardisation des processus, c'est finalement l'industrialisation, le processus qui a servi à faire la Ford T, qui est déployé sur la question du logement. Sauf que faire un logement standardisé, faire toujours le même logement, ça nécessite d'avoir toujours le même espace foncier. Et c'est là où, finalement, on cherche aussi un foncier, un sol standard. Et quoi de mieux que le sol agricole? Il est plat, il n'est pas bâti, il n'est pas planté, et surtout, il n'a pas de voisins, il n'a pas de contraintes. Et c'est à ce moment-là, donc à la toute fin des années 40, qu'on invente le modèle du suburb avec les premières Leavitt Town. Donc Leavitt & Sons, cette société fait l'acquisition de champs de patates et de champs d'oignons en périphérie de New York, qui sont devenus accessibles grâce aux investissements autoroutiers qui ont été réalisés dans les années 30. Ils font cette acquisition-là et donc on invente le modèle. Donc c'est à la fois de la monofonctionnalité, c'est-à-dire on habite là et puis on va chercher les autres services ailleurs. C'est une initiative privée, ce n'est pas une initiative d'une collectivité quelconque ou d'un opérateur public. On est aussi sur une standardisation avec l'invention du pavillon, comme on dit en France, et donc une standardisation du logement et du processus de production du logement. Et puis aussi, on est sur un mode de financement. Très tôt, il y a une bascule et ces logements qui étaient au début locatifs sont devenus des logements en acquisition. Pourquoi? Parce que en fait, les Leavitt Town sont réservés aux anciens combattants qui bénéficient de garanties d'emprunt par l'État fédéral américain. C'est là où on invente finalement, c'est à ce moment-là où on invente l'endettement des ménages pour l'acquisition de la résidence principale. Et en plus, on a eu une forme d'homogénéité sociale extrêmement marquée puisque ces quartiers-là sont réservés aux Blancs. Alors, c'est un modèle qui va se déployer à partir du milieu des années 50, à partir de 1956 exactement, avec un grand plan d'investissement qui est lancé par Eisenhower dans les infrastructures autoroutières. Et finalement, le modèle du suburb suit l'autoroute et donc décolle réellement aux États-Unis dans les années 60 et en France que dans les années 70. C'est beaucoup plus tardif. Alors, on avait déjà une transposition avec la Maison Phoenix, qui est un copier-coller des procédés américains. Donc, Maison Phoenix dans les années 60, mais le vrai décollage, c'est à partir du début des années 70 avec les investissements routiers et notamment autoroutiers d'un côté, et puis une bascule, un changement de politique de l'État avec notamment Albin Chalandon et le Samol de la Chalandonnette. Donc, c'est l'abandon des politiques de logement issues de la reconstruction sur lequel on misait sur le locatif, notamment le locatif social, avec des opérateurs publics, que sont les bailleurs sociaux, et puis sur des formes urbaines, qui est notamment l'image du grand ensemble. Donc, c'est un abandon assez rapide à la toute fin des années 70, sur lequel, à la fois, on prône une France de propriétaires, et donc on rentre sur ce cycle d'endettement des ménages. On prône aussi une nouvelle forme urbaine avec le pavillon, le logement individuel, et puis on s'appuie non pas sur des bailleurs sociaux publics, mais sur des opérateurs privés, et on a un certain nombre aujourd'hui de grands groupes du BTP qui naissent à cette époque en faisant simplement ce travail-là, ce travail de dentelle à l'époque. Alors, on pourrait dire politique de droite, mais en même temps, puisque c'est la mode, mais en même temps politique de gauche, puisque tout ça n'a réellement décollé que dans les années 80 avec les lois de décentralisation, où on donne les clés du POS, du plan d'occupation des sols, qui deviendra PLU plus tard, au maire. Et donc, on se retrouve avec 36 000 urbanistes qui trouvent un nouveau modèle de développement, notamment pour des espaces ruraux, pour des communes rurales, qui ont vécu assez douloureusement à la fois la perte de population liée à l'exode rural, mais aussi la menace sur les services publics. Et on a beaucoup de maires qui inventent un nouveau modèle de développement qui finalement assument leur rôle fixé par l'État,
puisqu'on doit avoir une France de propriétaires, encore faut-il créer le foncier. Et il crée le foncier de façon notamment à accueillir les nouveaux ménages qui peuvent venir maintenant qu'on a les infrastructures urbaines, les infrastructures routières, hein, mais aussi ça va leur permettre de conserver des services publics, de conserver des écoles ouvertes, etc., etc. Il y a une forme de modèle de développement alternatif qui va permettre de loger ce qu'on va appeler plus tard le périurbain ou les périurbains, et qui maintenant occupe plus d'un quart de la population française. Alors on voit le développement, il se fait assez tardivement, parce que finalement, si on réfléchit bien, ce modèle de développement, il a moins de 50 ans. Dans ce qu'on considère aujourd'hui comme normal, c'est-à-dire la consommation de sol, comme étant la base de sol agricole, comme étant la base de la fabrique de la ville, de la fabrique urbaine, en fait, c'est un mouvement très récent qui démarre vraiment dans les années 80, au milieu des années 80, pour accélérer comme on le voit, et on a une multiplication donc des espaces en rouge qui sont ces communes dans lesquelles on habite, mais on ne travaille pas. Alors, ça a un impact évidemment sur les mobilités, avec cette forme de thrombose qui apparaît dans les années 2000, sur lequel on n'a plus d'accélération. Mais pendant longtemps, on a eu une augmentation à la fois de la distance parcourue, de la vitesse moyenne, ça c'est lié aux infrastructures routières. Donc, on crée des routes, donc on va plus vite, ce qui nous permet d'aller plus loin, évidemment, d'émettre plus de CO2, même si ce n'est pas une fin en soi. Alors, l'image n'est pas extrêmement belle, pour autant, cette image, elle existait déjà en 2000. En 2000, la loi SRU, elle pose les constats. Alors, elle ne parle pas de réchauffement climatique, mais elle parle de lutte contre l'étalement urbain, elle parle de construction de la ville, etc. etc. En 2010, Télérama titrait sur la France moche. 10 ans après, alors il y a une interview, j'ai fait une interview cette semaine dans le Télérama, donc il y a un retour. Il y a un retour de tout ça par le même journaliste qui, il y a 10 ans, donc, a écrit cet article qui est d'ailleurs super intéressant et très bien documenté. Ça, c'était il y a 10 ans. Il y a eu un débat dans la profession. Il y a même eu des bouquins contre Télérama. Mais pour autant, il ne s'est pas passé grand-chose. Parce que dans les faits, on s'aperçoit qu'on a une vraie baisse de l'artificialisation des sols, disons de l'étalement urbain, parce qu'il y a tout un débat autour des textes législatifs aujourd'hui sur les termes, mais peu importe, il y a une baisse de l'artificialisation, de l'étalement urbain, à partir de 2010, mais qui est directement lié à, une fois de plus, un impact américain avec finalement les soubresauts de la crise de subprime américaine qui est venue toucher la France. Je vous rassure, les chiffres de 2016, 2017 et 2018 sont en stagnation, voire en légère reprise. Je n'ai pas encore dépouillé les chiffres de 2019 qui viennent d'être publiés. Alors, on a une nouvelle couche avec le ZAN, le zéro artificialisation nette. Je ne vais pas rentrer sur les questions de texte de loi. Vous m'excuserez, il n'y a pas de logo officiel encore, donc j'ai pris ce que j'avais. C'est finalement une nouvelle couche. Et une nouvelle couche, une fois de plus, de lutte contre l'artificialisation. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas. Mais par contre, faisons le constat que la prohibition n'a pas fonctionné. En fait, ça fait 20 ans qu'on est dans un cadre de prohibition. La SRU d'un côté, le ZAN demain, et au milieu, 4 ou 5 grands textes qui ont cherché à pousser les curseurs, à rigidifier finalement la capacité à artificialiser. Et dans les faits, on ne voit pas de changement majeur. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas sur une problématique législative, on est sur une problématique systémique. C'est un changement de modèle qui est nécessaire. Ce modèle, il a moins de 50 ans. Il a moins de 50 ans et qu'est-ce qu'il a fait ? C'est pas la voiture qui est en cause, c'est pas la maison qui est en cause, certainement pas. C'est finalement un système fondé autour de ces deux objets-là notamment, mais pas que, et un système qui a privilégié la construction en neuf en étalement au travail sur la ville existante. On a finalement créé une forme de normale il y a au début des années 80 sur lequel on est venu dissocier les fonctions urbaines, les éloigner par les infrastructures routières, mais aussi les dissoudre. On a une forme de dilution de la ville parce que tout ça prend de la place. Tout ça, c'est quoi ? C'est des routes, c'est des LGV, c'est du stationnement, etc. La part d'infrastructure est une part très importante dans ce qui fait la ville aujourd'hui, dans ce qu'on appelle les sols artificialisés. Et finalement, les bâtiments, c'est que 18%, alors qu'on a la moitié des sols artificialisés qui sont liés aux infrastructures. Alors là-dessus, c'est quoi les alternatives ? Parce que c'est bien ça la question. Ce n'est pas tant de dire ce qu'il faut interdire, mais comment on fait ? C'est-à-dire comment à la fois on se développe, au sens de on répond aux besoins urbains,
Oui, on a plus de ménages, oui, on a besoin de plus de logements, oui, on a des changements démographiques, mais on a aussi des changements technologiques, des besoins d'emploi, etc., etc. Comment on répond, en tout cas, à une partie de ces besoins-là, à la partie essentielle, sans pour autant s'étendre? On a besoin d'alternatives très concrètes à l'étalement urbain. Alors moi, c'est ce que je propose, non pas avec un nouveau modèle, mais avec juste des clés de lecture. L'idée de l'urbanisme circulaire, c'est pas d'inventer un super concept, vous allez voir, c'est même pas un concept scientifique. C'est une clé de lecture permettant de dissocier ce qu'il faut arrêter de ce qu'il faut, au contraire, intensifier. Aujourd'hui, à l'image de l'économie circulaire, la matière première de la fabrique de la ville, c'est les espaces agricoles. C'est ce qu'on appelle le foncier, donc le sol agricole, avec tous les effets dont j'ai pu parler. On consomme ces sols agricoles pour des usages rapides, des usages rapides et immédiats avec une forme d'obsolescence programmée finalement dans notre façon de faire la ville parce qu'on génère beaucoup de friches, beaucoup d'espaces vacants, beaucoup de délaissés qui sont associés et qui sont finalement la poubelle de cet urbanisme linéaire. Alors quand je dis urbanisme, vous avez bien compris, c'est la ville qui avance, c'est le processus de fabrication de la ville, ce n'est pas une discipline, et encore moins une science. Le principe de l'urbanisme linéaire, c'est globalement d'essayer de trouver toutes les alternatives à la consommation de nouveaux sols. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a artificialisé un sol, on fait tout pour l'utiliser le mieux possible. Finalement, pour faire l'inverse, pour avoir un espace, une utilisation des sols qui est efficace. Contrairement à ce qu'est l'étalement urbain. C'est notamment éviter de construire en intensifiant les usages de l'existant. Est-ce que déjà on a besoin de construire? Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux avec les bâtiments qu'on a? C'est éviter de déconstruire, donc d'émettre des déchets, de reconsommer des matières, des énergies, en transformant les bâtiments existants. Et puis, c'est éviter de s'étaler à la fois en densifiant un certain nombre d'espaces déjà urbanisés et aussi en recyclant notamment les friches. Alors, il y a urgence à changer de modèle parce que globalement, la ville de 2050, elle est déjà là. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de parler de la ville du futur. La ville qui doit faire transition, elle est déjà sous nos pieds. On a au moins 80% de la ville de 2050 qui est déjà construite, qui est déjà bâtie. Ça veut dire qu'il faut aller très vite pour faire de façon extrêmement pertinente les 20% qui nous restent à faire, mais surtout, il faut tourner notre regard vers les 80% déjà là. La ville du futur, elle est déjà devant nous. Alors, deuxième bonne nouvelle quand même de la soirée, en fait, il n'y a rien à inventer. C'est-à-dire, l'urbanisme circulaire, ça n'a rien de nouveau, ce n'est pas un concept fumeux, ce n'est pas non plus une grande révolution dans les pratiques. On fait l'urbanisme circulaire au quotidien. Parce qu'on a des pionniers partout, y compris beaucoup sur le territoire, beaucoup dans les Bouches-du-Rhône. On a des pionniers qui avancent et qui font de façon très concrète ce que j'ai appelé l'urbanisme circulaire. Évidemment, eux n'en ont pas conscience. Alors, quelques exemples. Intensifier les usages, éviter de construire. Plutôt que éviter, réduire, compenser. Philippe Bewix, qui a signé la préface de la nouvelle édition du manifeste, dire il faut sortir de éviter, réduire, compenser, il faut faire éviter, éviter, éviter. Et oui, il faut éviter de construire, éviter de déconstruire, éviter de s'étaler. Donc éviter de construire, c'est quoi? C'est faire plus avec ce qu'on a déjà, parce qu'on a plein de locaux qui servent à rien, en tout cas pendant un temps de la semaine. C'est le cas des bureaux professionnels. Alors aujourd'hui, on a un vrai problème par rapport aux locaux tertiaires, mais on l'avait déjà, puisque c'est autant de mètres carrés qui sont vides, notamment les week-ends et les soirs. C'est par exemple les cours d'école, mais c'est aussi par exemple les écoles, les salles de classe. On a une école à Noirmoutier qui sert à héberger des estivants, des touristes, pendant l'été. Bah oui, les écoles, c'est des bâtiments qui ne servent à rien à la fois le week-end, le soir, mais aussi tout l'été. Et ils peuvent servir l'été de logement, mais aussi le soir, par exemple, de maison des associations. Encore faut-il penser les questions d'organisation. Et c'est bien toute la clé, c'est de penser les temps de la ville et pas que les espaces. Et regarder ce qu'on a autour de nous comme autant de ressources d'activation. On a un autre exemple que sont évidemment le travail sur les friches et les occupations temporaires. Finalement, les occupations temporaires, c'est quoi? C'est se dire qu'un bâtiment dans sa vie, il y a 10% du temps en moyenne où il ne sert à rien. C'est quand il attend d'être réhabilité, il attend d'être occupé ou il attend d'être déconstruit. Eh ben, ces moments-là, si on s'organise différemment, on peut leur donner de l'usage. Ce n'est pas que de l'usage en plus, c'est aussi de l'usage qui est là sans être ailleurs. Transformer l'existant, c'est évidemment les transformations de bâtiments emblématiques, mais c'est aussi travailler le quotidien. Par exemple, construire quelques logements sur les toits d'une copropriété. C'est à la fois autant de logements qui ne seront pas en périphérie,
mais c'est aussi la capacité de payer une réhabilitation thermique globale au bâtiment. C'est par exemple transformer des bureaux qui ne servent plus à rien en logements ou penser aujourd'hui des bâtiments qui pourront être alternativement bureau-logement, logement-bureau en ayant à la fois une trame architecturale, une trame structurelle, hein, une ingénierie qui pense le changement d'usage futur et aussi une trame juridique qui permet cette évolution-là. Finalement, un bâtiment pour sortir des formes d'obsolescence programmée, il devrait avoir cette vie comme un chat, mais aussi penser sa fin de vie avec sa déconstruction. Et puis, c'est éviter de s'étaler. Alors, en densifiant, on a un potentiel phénoménal sur les quartiers d'habitat individuel, hein. C'est aussi vrai chez vous. Regardez en bleu, sur l'habitat individuel, on a plus des 2 tiers des logements individuels en France qui sont considérés comme sous-peuplés par l'INSEE. Alors, c'est normal. On a beaucoup construit dans les années 80, 90, 2000. C'est des couples qui ont vieilli. Les enfants sont partis. Et il se trouve qu'aujourd'hui, ils sont dans des logements qui sont sous-occupés, mais aussi sur des terrains trop vastes sur lesquels il y a la capacité à venir rajouter du logement individuel à côté de logement individuel. Moi, j'aime quand même à rappeler que l'ennemi n'est pas la maison, hein. L'ennemi, c'est le lotissement en plus qui est construit plus loin. L'ennemi n'est pas non plus le périurbain, puisqu'au contraire, le périurbain est un espace de réinvention absolument phénoménal. C'est la ville diluée, hein, une ville à faible densité qui a été construite ces 20, 30, 40 dernières années. Donc, c'est autant d'espace de potentiel de réinvention, de reconstruction, autant d'espace à repenser. Évidemment, il faut mieux densifier aussi nos métropoles, mais aussi d'autres secteurs, hein, notamment le foncier économique, qui est aujourd'hui un impensé. Ça a été montré tout à l'heure par Alain, c'est la part de consommation foncière sur laquelle on a fait finalement le moins d'efforts ces dernières années. C'est recycler les friches industrielles, mais aussi les futures friches, hein, que sont les friches commerciales. Voilà. Donc, c'est beaucoup de clés vers ce que j'appelle une frugalité, hein, une sobriété foncière, on l'appellera comme on veut. En tout cas, une frugalité en sol, c'est finalement l'inversion, hein, de ce processus qui fait que pendant 50 ans, on a privilégié la construction de neuf en étalement. Il faut que le prochain demi-siècle soit consacré au travail sur la ville existante, en évitant, hein, finalement en évitant autant que possible l'extension. Et finalement, quand on ne peut pas faire autrement, et le projet de loi est assez explicite d'ailleurs sur cette question-là, quand on ne peut pas faire autrement, de passer à la consommation de sol agricole dans certains cas, c'est-à-dire quand on a exploité l'ensemble des potentiels de la ville existante. Alors pour ça, il nous faut faire évidemment une ville qui nous permette d'être moins dépendant de la voiture, qui nous permette de miser sur les proximités. C'est à la fois amener du service, amener une capacité à laisser la voiture au garage, donc avoir des alternatives à la voiture, notamment des mobilités douces. C'est aussi donner un cap très clair aux Français en pointant notamment cette grande fragilité pour les ménages, hein, qui est la dépendance automobile, de façon à ce que les Français fassent des choix à la fois d'investissement, de vie, qui sont en cohérence avec les enjeux du siècle. On a chaque année 7 millions de Français qui déménagent, 1 million qui changent de région. C'est important qu'ils fassent à ce moment-là ces choix. On a une dynamique de la population aussi pour qu'ils aillent vivre au bon endroit. Alors, ce n'est pas le cœur des métropoles nécessairement, c'est les espaces urbains. C'est les espaces qui permettent d'être dans cette proximité, d'aller à l'école à pied, d'aller chercher le pain, etc., etc. La proximité doit devenir une valeur clé dans les choix de localisation. Alors, sauf que la proximité, encore faut-il se la payer, hein, et donc on a bien un enjeu clé qui est de rendre abordable notamment le cœur des métropoles, mais pas que, donner envie, mais aussi donner les moyens de pouvoir se payer la ville et la proximité, quelle que soit sa taille. Ça, c'est aussi un moyen, tout ça, de faire une ville résiliente. Et la ville résiliente, c'est celle qui s'adapte certes au virus, mais pas que aux changements globaux et pas que aux chocs. C'est la ville adaptative, celle qui apprend finalement de ses échecs, apprend des coups, apprend des changements pour s'adapter progressivement au milieu. On a finalement, en se concentrant sur la périphérie et sur le neuf, on a oublié la capacité à transformer l'existant pour l'adapter notamment à nos besoins. Alors pour ça, 4 clés. Déjà, montrer qu'il y a beaucoup de foncier disponible, il y a beaucoup d'opportunités pour éviter de s'étaler. Il faut avoir des recensements systématiques, hein, à la fois de ce qui ne va pas, c'est-à-dire de l'étalement urbain, comme vous l'avez fait, des terres agricoles menacées, mais aussi recenser les potentiels alternatifs, hein. Et ça, c'est une clé extrêmement importante. Moi, à chaque fois, j'ai pu le faire, à chaque fois, je l'ai vu faire. C'est systématiquement
un abandon de zone AU parce qu'on ne peut plus regarder son territoire comme avant. On ne peut plus dire oui, mais on n'a pas le choix. Parce qu'en fait, on a regardé, on a trouvé des ressources, de vraies mines, ce qu'on appelle le foncier invisible, qui est là, mais qu'on n'a pas vu ou qu'on ne veut pas voir plus exactement. Il va nous falloir aussi miser sur l'intelligence. C'est non seulement plus complexe de faire la ville sur la ville, mais c'est un exercice différent. Ça nécessite de mailler différemment les acteurs. Donc, il y a des capacités techniques très précises sur les enjeux de déconstruction, d'amiante, etc., de pollution de sol, de reconstruction, travail sur les bâtis existants, travail sur les structures, mais aussi une capacité à animer le dialogue local, puisque la ville existante, elle est habitée, elle est déjà construite. On est sur des enjeux plus complexes. Ça veut dire qu'il y a des nouveaux métiers. Il va falloir investir plus dans la matière grise et finalement changer de matière grise, couler moins de béton d'un côté, mais investir plus dans nos intelligences. Pour ça, on va avoir besoin de forger les outils. Vous avez un établissement public foncier régional. Ce n'est pas le cas de tous les territoires. C'est des outils de recyclage urbain, mais aussi des outils fonciers à plus long terme, notamment des foncières sur ce que j'appelle, moi, les sols communs, qui sont ces sols essentiels à la vie en collectivité et dont la gestion par le marché est insuffisante. C'est, j'en parlais, le logement abordable, mais c'est aussi les espaces agricoles périurbains, c'est aussi les espaces économiques, à la fois essentiels, mais maltraités par une gestion uniquement par le marché, ou d'autres biens essentiels que sont par exemple les commerces de centre-ville, et notamment de centre-bourg des villes moyennes. Et puis, il va falloir évidemment assurer la cohérence de tout ça, la cohérence entre le projet urbain et le projet agricole. En fait, un projet de territoire, c'est nécessairement les deux. Et aujourd'hui, on a des acteurs différents, on a des acteurs, des schémas stratégiques qui sont différents. Il faut évidemment abandonner l'échelle communale pour travailler sur la planification. Ça n'a pas de sens de travailler une échelle qui n'a aucune relation avec l'échelle de vie des habitants. Et puis que chacun s'invente un modèle qui ne soit pas un modèle concurrentiel. Je ne suis pas le béni oui-oui de la lutte entre les uns et les autres. Je connais tout ça et je travaille avec les élus. L'idée, c'est que ce soit dans le dialogue qu'on crée finalement un niveau de cohérence et de coordination des politiques publiques. On ne peut pas être vertueux, sobre en foncier dans sa commune si la commune voisine continue de jouer en contre. Alors, vous l'avez compris, une nécessité de bifurcation, on a des impératifs, on a un certain nombre de murs devant nous, mais c'est aussi une opportunité. C'est une opportunité individuelle pour ceux qui vont faire, parce qu'on est sur des formes de complexité qui sont intéressantes, qui sont passionnantes, que moi je vis depuis que j'ai orienté ma boîte là-dessus, mais aussi collectives à la fois pour les opérateurs privés, publics et les collectivités. Alors, j'en finis par les 150 de la Convention citoyenne. Ils ont appris beaucoup de choses pendant leur session. Ils viennent de finir leur dernière session. Ils nous ont aussi appris quelque chose. C'est quand on expliquait cette question complexe qui est la question de l'étalement urbain, la consommation de sol, de la fabrique urbaine, à des Français normaux, en fait, ils comprennent. Ils comprennent plusieurs choses. Déjà, ils comprennent que c'est un sujet qui est important et qui est en relation avec nos grandes transitions climatiques. Ce n'était pas du tout un sujet qui était inscrit à l'agenda de la Convention citoyenne, mais il s'est imposé finalement à eux. Ils comprennent aussi qu'il faut changer de modèle et ça fait consensus avec des mesures certes imparfaites, certes incomplètes, mais des mesures fortes marquées là-dessus et qui ont fait consensus alors que eux, comme d'autres, habitent le périurbain, roulent en SUV, etc. etc. Sans doute ne n'est-on pas Khmer vert, mais sans doute le devient-on à l'usage. Alors, ça veut dire que si on explique, on peut arriver à faire transition. Et à la fin, moi, je veux juste finir sur un truc, c'est pour arrêter de parler de contraintes. Il y a une vraie opportunité de cette transition parce que faire la ville frugale en sol, mais aussi en énergie, en mobilité, en matériaux, etc. Faire la ville de la proximité, la ville pour tous et la ville résiliente, c'est juste une ville plus agréable à vivre. Donc, beaucoup d'opportunités là-dessus. Moi, je sens qu'il y a une appétence aujourd'hui. Preuve en est la lecture de ce bouquin qui avait vocation à rester dans son coin et qui se distribue de façon importante. Évidemment que je vous invite à lire, mais je vous invite aussi à suivre la suite sur une newsletter que je publie désormais toutes les semaines et qui montre justement des alternatives très concrètes en prenant et en donnant la parole aux pionniers, comme on l'a fait dans ce bouquin, puisque la moitié du bouquin, c'est des interviews et donc des exemples très concrets de gens qui font et qui font déjà pour montrer que c'est possible. Voilà, merci à vous. Très bien.
Merci, merci Sylvain pour cette intervention très intéressante. Alors, il était prévu que nous terminions à 19h15. Sylvain, si tu en es d'accord, on peut prolonger par une session de questions-réponses et ou de débats. Il y a une première personne qui a levé la main assez tôt dans ton intervention, c'est M. Grappinet, Alain Grappinet, voilà, qui a demandé à prendre la parole. Donc, j'active la possibilité d'intervenir, M. Grappinet, si vous êtes là. Sinon, on passera à des questions. Monsieur Grappinet, vous m'entendez ou pas? Oui, vous m'entendez? Vous Oui. m'entendez? On vous entend, oui. Oui. Merci beaucoup. La première sujet d'élément très tôt, c'est que je voulais poser une question à Alain, mais avec l'intervention de Sylvain, ça me fait que j'ai une deuxième question à poser. Alors, je vais poser tout de suite la question à Sylvain, c'est que aujourd'hui, on a bien compris qu'à une époque, les gens restaient en ville ou voulaient être en ville pour être pas trop loin de lieux de travail, avoir les commerces, etc. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'avec la pandémie qui est en cours, qui n'est pas encore terminée, eh bien, on est en train de vivre le monde d'après, c'est-à-dire on va apprendre à vivre différemment. Et les gens qui ont vécu des confinements dans les appartements veulent tous se tailler pour essayer d'habiter après voir à la campagne et avoir un bout de terrain pour pouvoir respirer et pouvoir faire leurs kilomètres pendant le confinement dans une zone naturelle. Et aujourd'hui, est-ce que ce risque-là, cette pandémie, malheureusement, dont on ne maîtrise pas, ne risque pas dans les décennies qui arrivent d'avoir quelque chose qui peut se répéter et qui impose de faire un étalement urbain, un étalement urbain parce que les gens préfèrent les maisons individuelles avec les bouts de terrain. Voilà. Oui, c'est un risque. C'est-à-dire aujourd'hui, ça a été mis en avant par beaucoup, notamment par la presse. Cette fameuse revanche de la campagne, si c'est la revanche du périurbain au sens la revanche du périurbain nouveau, c'est-à-dire une accélération de l'étalement urbain, oui, c'est un vrai problème. Après, attention, aujourd'hui, la plupart, on n'a pas de données de changement de pratique résidentielle des Français. On a des sondages et on a des statistiques de visite de sites Internet. Moi, je travaille en ce moment sur 7 villes partout en France, 7 villes moyennes. Aujourd'hui, on a cette musique qui revient souvent du retour des villes moyennes, etc. etc. Il y a peut-être une envie, mais entre l'envie et le déménagement, il y a un écart qui est important. Je pense que les Français ne sont pas non plus naïfs. Ils savent que s'ils doivent s'installer à 1 heure du travail, etc., le deuxième choc, le choc à venir, c'est le choc pétrolier. Ils ne peuvent pas non plus en être dépendants. Donc, on verra les faits. Mais en effet, il y a un risque potentiel, mais aujourd'hui qui n'est pas constaté, j'insiste là-dessus, d'une accélération de l'étalement urbain. Il n'empêche que ça a aussi souligné, à contrario, pour ceux qui ne l'avaient pas réalisé, ça a aussi souligné les défauts structurels de la ville telle qu'on l'a fait aujourd'hui, et notamment l'absence d'espace vert ou d'accès à l'espace vert. Enfin, l'interdiction des accès au parc témoigne bien d'une incompréhension assez crasse de ce qu'est la ville. Le parc urbain est une extension du logement urbain. Merci Sylvain. Il y avait une remarque de monsieur ou madame Bessière qui, lors de ton intervention, posait la remarque de la question suivante. Cette décorrélation population-surface artificialisée est-elle le syndrome d'une bulle immobilière? Voilà, c'était la question, la remarque. On est sur du plus long. Enfin, là, on est sur des problématiques de marché. Après, il y a des questions. Il y a évidemment des enjeux financiers qui sont associés à ça, qui sont loin d'être négligeables, puisque finalement, on a une part du PIB qui est très significativement associée à l'acte de construire. Donc, il y a des questions aujourd'hui financières qui amènent à des formes de sous-occupation du logement. Après, une bulle, c'est un mouvement spéculatif qui est sur du court ou moyen terme et qui tend à exploser et à se purger quelque part sur une valorisation.
s'il y a une bulle immobilière, c'est sur la valeur d'un certain nombre de biens immobiliers, mais j'ai envie de dire, on s'en fiche. Là, on est sur un phénomène plus structurant qu'une bulle. Hein. On est sur un système de production qui est un système économique qui vient structurer finalement l'économie française. Preuve en est, aujourd'hui, on a des outils de défiscalisation qui sont associés notamment à la création de logements locatifs à des loyers modérés. Hein. Donc, ce n'est pas un truc crade, c'est un truc très bien en soi. Mais on a aussi des mouvements de défiscalisation par le prêt à taux zéro sur l'accession des ménages, notamment des ménages modestes à la propriété. Donc, dans les deux cas, des politiques publiques extrêmement saines, mais qui ont des effets de bord majeurs. Hein, sur de la création de logements qui sont inadaptés aux familles dans les centres des métropoles. De logements parfois où on ne sait pas trop à quoi ils servent, ou un éloignement des ménages dans des processus d'acquisition, notamment des ménages modestes qui vont plus loin parce qu'ils peuvent acheter grâce au prêt à taux zéro. Donc on a des effets de bord, mais on a un mal de chien à abandonner ces outils-là parce que c'est devenu des outils qui sont vraiment structurels de la fabrique urbaine et donc de l'économie française. On a du mal à finalement se passer de cette drogue-là. Donc oui, c'est plus qu'une bulle, c'est plus grave que ça. Merci Sylvain. Je propose de passer la main à Monsieur Gauthier, Gérard Gauthier, qui a levé la main. Donc Monsieur Gauthier, c'est à vous. Bonjour. J'ai bu du petit lait en écoutant Sylvain Grisot, d'autant plus que je suis architecte et que je vis tous les jours ce type de contradiction qui est de construire et de monter des bâtiments l'un sur l'autre. Je précise que je fais essentiellement du collectif et pas du tout de l'individuel, mais ça peut arriver dans des opérations. Ma question, elle était, je suis aussi très, très proche de la nature puisque je m'occupe beaucoup de problèmes forestiers. Je suis président du syndicat des propriétaires forestiers des Bouches-du-Rhône et qu'à ce titre, il y a quelque chose que je n'ai pas bien entendu dans ce que vous avez expliqué ou sur lequel vous vous êtes pas beaucoup étalé. Effectivement, aujourd'hui, on parle d'éviter, réduire, compenser. Et moi, personnellement, chaque fois qu'on me parle de compensation, je fais des bons. Parce que certes, c'est inscrit dans la loi aujourd'hui, mais pour moi, c'est un véritable scandale et c'est la première des choses que l'on devrait combattre. Oui, alors, c'est pas inscrit dans la loi. Ce qui est assez marrant, c'est que ce n'est pas inscrit dans la loi. Preuve que c'est compliqué à inscrire et qu'on ne sait pas comment faire. Donc aujourd'hui, ce n'est pas inscrit dans la loi, c'est renvoyé à un décret en Conseil d'État. Donc la loi ne prévoit pas à la fois de définition de ce qu'est la compensation et encore moins les modalités de la compensation, ce qui est un vrai défaut de cette loi. C'est pour ça que moi je prône l'abandon, tout simple, de ce thème-là pour dire on n'est pas sur une question de compensation, on est sur une inversion de modèle et sortir de ce cycle éviter, réduire, compenser où le débat se focalise sur comment on compense, à qui, combien, pourquoi, est-ce qu'un stade de foot ça vaut un bout de forêt ou est-ce que ça vaut 0,5 ? On imagine les discussions et la capacité des acteurs, moi le premier, à venir contourner où je te donne une toiture végétalisée contre un bout de machin, etc. Ça va être beau, donc ça, il n'y a pas de problème. La compensation revient à être un droit à quelque chose. Exactement. Donc, on achète le droit à. La question, c'est combien on achète. Donc, c'est pour ça que moi, je prône, à la suite de Philippe Biwix, qui a signé une très bonne préface, mais vous n'êtes même pas obligé d'acheter le bouquin. Elle est en ligne sur Dixit.net. Je prône le éviter, éviter, éviter. Finalement, on s'en fout de la compensation. La question, c'est d'inverser le processus de décision, c'est-à-dire que par défaut, on ne construise pas, que s'il faut, on construit, mais on construit dans le périmètre urbain existant, dans ce qu'on appelle l'enveloppe urbaine, et que finalement, la question, si on doit faire une extension urbaine, parce que dans certains territoires, on devra le faire, évidemment, à certains endroits, qu'on le fasse de façon intelligente. Et là, la question de la compensation, j'ai envie de dire, peu importe, tant qu'on a fait tout le processus amont et que quand on fait l'opération d'extension, elle soit intelligente. OK. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. En tout cas, cette question qui voudrait qu'on sait compenser à un hectare agricole par un hectare de autre chose, éventuellement agricole, de renaturation, etc., en fait, on ne sait pas faire. Merci, Monsieur Gauthier, pour cette question. Je propose de passer à la personne suivante. C'est Monsieur et Madame Guiraud.
voilà, qui a demandé à prendre la parole. Donc, je vous en prie. À Monsieur Guiraud, je vous en prie, la parole est à vous. Oui, bonsoir. Ma question est double. La première, c'est juste par rapport à la définition des terres agricoles, parce que dans le règlement d'urbanisme, on a des belles terres agricoles. Et par exemple, moi, j'habite à Miramas et on n'a même pas un paysan. Donc, ça sert à quoi de marquer terre agricole sur le plan d'urbanisme si on n'a pas de paysans? Et ensuite, on ne tient pas compte des jardins. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont des petites maisons, effectivement, mais qui ne font pas du gazon, de la piscine, qui font du jardin. Donc, est-ce que ça aussi, ça peut être comptabilisé en terre agricole? Voilà, ça, c'est ma première partie de question. Et ma deuxième partie de question, c'est directement à Sylvain Grisot. C'est parmi, j'ai bien noté les 4 clés donc, que vous avez données pour rebondir sur les opportunités qui se présentent à nous. Comment on peut faire pour, je ne vais pas dire imposer, mais pour obtenir un recensement foncier du foncier invisible, la première clé que vous avez donnée. Voilà, merci. Merci pour votre question. Peut-être Alain Goléa sur la question des terres agricoles, de la recherche de paysans sur ces terres. On a au sein de FNE13 des exemples de municipalités ou de maires vertueux qui ont fait l'acquisition de terres agricoles dans des zones agricoles protégées, qui ont permis l'installation de paysans. Donc Alain, si tu prends la parole, ton micro est éteint, hein, Alain. Si tu... Ça y est, vous m'entendez? Voilà, ça y est, on t'entend. Écoutez, sur cette question, on a effectivement, c'est un discours, ce que dit notre participant, c'est un discours qu'on entend dans beaucoup de communes, à savoir il y a des terres agricoles, mais il n'y a pas de paysans. Nous, on travaille également avec le lycée agricole d'Aix-Valabre et le lycée agricole de Saint-Maximin, le lycée agricole de Saint-Maximin. Il y a aujourd'hui un certain nombre de paysans, de jeunes paysans, ou moins jeunes, qui cherchent effectivement à occuper qui cherchent des terres. Et on a effectivement, comme tu le dis Jean-Luc, pas à Miramas, mais à Gignac et à Rognac, des maires qui font de l'acquisition de fonciers agricoles, même qui achètent des terrains privés agricoles pour en faire du foncier agricole mis à la disposition d'agriculteurs qui souhaitent s'installer. Donc il y a toute une gamme de possibilités. Ça va du terrain qui est loué à l'agriculteur ou mis à disposition. On a également des exemples d'espaces tests qui sont recherchés par des lycées, des établissements scolaires. Et on a aussi des possibilités de pouponnières, l'équivalent des pépinières d'entreprise, donc qui sont des pouponnières agricoles. C'est pour ça qu'entre autres, le maire de Gignac propose effectivement de créer, alors certains diront un document de plus, mais il se propose de créer le PAC, le plan agricole communal, dans les documents d'urbanisme pour l'annexer au PLUI, éventuellement PLU, de façon qu'effectivement il y ait une politique agricole communale. Voilà. Mais je vais juste rajouter un point pour dire que notre interlocuteur a raison. Aujourd'hui, la question, ce n'est pas la protection des sols, c'est la protection de l'agriculture. Et associé à ça, il y a tout le tissu de production. Il y a la formation de nouveaux agriculteurs. Il faut donner envie, donc rémunérer, de nouveaux statuts qui sont possibles, des acteurs type Terre de Liens qui travaillent sur ce que j'appelle les sols communs, mais pas que, donc qui installent, etc. Donc ça, c'est vraiment essentiel.
et c'est la clé de la transformation d'un tissu agricole qui vit des coûts qui ne sont pas que associés à la question de l'urbanisation, hein, puisqu'on a une transition démographique douloureuse, on a une appropriation des terres dans un certain nombre de régions par des grandes sociétés, etc., etc. Enfin, je veux dire, ça ne s'arrête pas là, hein, très clairement. Pour répondre à votre question sur comment on fait pour révéler ces fonciers invisibles, alors on peut le faire volontairement, c'est ce que font un certain nombre d'établissements publics fonciers, hein, qui le font notamment pour des communes qui leur demandent. Et puis, on peut aussi l'imposer par la loi. Ça fait partie d'un certain nombre d'amendements. Pour le coup, ce n'est pas encore dans le texte, mais je ne doute pas que ça en fasse partie prochainement sur 2 points. Le premier point, c'est d'imposer des recensements qui sont théoriquement déjà présents quand on fait un PLU, PLUI, SCOT, hein, on doit, mais là d'imposer la réalisation et la mise à jour. Donc globalement, c'est la réalisation d'observatoires fonciers. Donc plutôt que de faire un document périodique, c'est d'avoir une démarche d'observation permanente. Notamment, moi je milite en tout cas pour que ça ait lieu à l'échelle des SCOT, sinon à l'échelle des PLUI. De façon à savoir ce qu'on a sous le coude. Et puis derrière, et ça c'est dans le projet de loi, de conditionner les ouvertures à l'urbanisation au fait d'avoir, si ce n'est mobilisé, en tout cas essayer de mobiliser le foncier existant dans le périmètre urbain. Donc là, c'est le fait, vous pouvez commencer à aménager une zone dite AU, à urbaniser, qu'à partir du moment non seulement vous faites un aménagement pertinent, donc ça c'est l'étude d'impact, mais aussi vous avez démontré qu'il n'y avait pas d'autres possibilités que ça, hein, que vous aviez besoin de construire et que vous ne pouviez pas le faire ailleurs sur la friche d'à côté, etc., etc. Donc là, on est sur des outils réglementaires qui peuvent être performants et une fois de plus, ils montrent non pas un changement de curseur, mais un retournement des priorités. Merci Sylvain. Je vous propose d'avancer peut-être encore 1 ou 2 questions parce que l'heure tourne. Et monsieur Rémi Yves, qui a levé la main. Donc monsieur Rémi Yves, si vous nous entendez. Oui. Je vous en prie, allez-y. Je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien. Vous pouvez activer votre caméra. Merci. Si vous le souhaitez aussi. Entendu. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai 2 petites questions sur la question des moyens notamment. Parce que donc, j'adhère en tout point pour refaire la ville sur la ville, sauf que quand on arrive à un niveau un peu plus opérationnel, je peux témoigner sur le logement social dans lequel je travaille depuis quelques années, il est souvent bien moins cher alors pas toujours, mais de construire sur du terrain nu et de partir de rien, que de refaire la ville sur la ville et de s'attaquer à du logement vacant, à de l'habitat insalubre, etc. Donc, il y a une question que vous n'avez pas abordée, c'est celle de est-ce qu'on a une politique publique pour soutenir et inciter à aller vers ce genre d'espace et d'investissement. J'ai en tête un préfet en Seine-et-Marne qui est un peu iconoclaste il y a quelques années, qui avait déclaré à tous les bailleurs sociaux que désormais plus aucun permis ne serait donné sur du terrain nu au motif de la non-artificialisation des sols. Sauf qu'en fait, sans donner de moyens, c'était quelque chose qui ne tenait pas la route sur ce département-là. Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'était un peu par l'absurde, mais est-ce que cette intensification des usages, je crois que vous avez dit, mais qui donc veut bien dire de la densification de la ville, est pertinent partout. Et ça, de manière très personnelle, pour avoir vécu dans une ville comme Paris, se dire qu'on va encore densifier, encore intensifier l'usage de la ville dans des métropoles qui le sont déjà énormément. Enfin voilà, est-ce que c'est à appliquer partout de la même manière ou bien est-ce qu'il y a aussi, à une autre échelle, un rôle de l'aménagement du territoire au sens un peu ancien, mais aussi un peu noble du terme, qui viserait à mieux répartir, entre guillemets, l'intensification des territoires urbains sur le territoire national? Voilà. Alors, partout. Je vais commencer par la fin, hein. Donc, évidemment, pas partout. La densification, déjà, c'est un exercice relatif, hein. Densifier Paris, ce n'est pas la même chose que densifier un lotissement en Vendée.
on a de la place partout et là où on doit densifier, à mon sens, prioritairement, c'est sur tous ces espaces trop lâches sur lesquels on a une capacité de réinvention extrêmement importante. C'est notamment les espaces économiques, c'est aussi des lotissements du périurbain, etc., etc. Alors, construire partout, ce n'est pas non plus nécessaire. Rajouter de l'usage urbain à l'usage déjà là, on a un certain nombre de territoires, et ils sont nombreux, qui connaissent des baisses de population, qui connaissent aussi ce qu'on tend à comprendre comme des crises passagères, parce qu'on lance des opérations de revitalisation, etc., etc. Sauf qu'on a un certain nombre de territoires qui sont en déprise démographique, et encore, on ne voit qu'un petit bout de la lorgnière, puisqu'on va commencer à connaître les vrais effets du vieillissement sur ces territoires-là. Et aujourd'hui, on ne sait pas penser autre chose qu'une forme de retour en arrière. On est sur une crise passagère. Sauf que la ville du Havre, elle est en décroissance de population depuis le recensement de 1982. C'est jamais remonté. Donc, ce n'est pas de la revitalisation, c'est une crise qui est structurelle, ce qui n'empêche pas à son maire de devenir Premier ministre, ce qui n'empêche pas de penser un futur, qui n'empêche pas de penser un développement, mais qui n'est pas associé à croissance. En France, développement égale croissance. En Allemagne, on a fait une rupture des termes, il y a eu un grand débat national, notamment pour se donner un avenir, y compris en décroissance. Les villes décroissantes se sont dit on peut avoir un cap, y compris une ville comme Leipzig, qui a pensé un plan urbain, un plan de développement, mais sous forme de déconstruction, de dédensification, sur lequel on a libéré des espaces qui sont autant d'espaces vides, d'espaces en creux qui permettent des usages. À tel point que c'est devenu un territoire attractif, et que quelque part, leur plan de décroissance a été un échec, puisqu'ils ont retrouvé une croissance de la population. Comme quoi, on ne peut pas anticiper non plus les choses. Donc nous, en plus, il faut sans doute dédensifier au sens de déminéraliser un certain nombre d'espaces urbains. Paris, évidemment, en fait partie. On a des problèmes structurels liés à la perte de population à Paris, qui, pour le coup, là, on a des phénomènes de bulles, on a des phénomènes spéculatifs, etc. etc. Donc Paris n'est pas la France, mais ce n'est pas non plus la ville française. Mais par contre, rappel, on a même dans nos espaces urbains denses, sur lesquels on ne se voit pas rajouter un bout de truc, on a des locaux vides, et on a aussi de la place, y compris sur l'espace public. La voiture prend beaucoup de place. Donc voilà, dans le chapitre sur la densification, donc je ne parle pas de densité, ça on s'en fout, de la densification, le processus de rajouter de l'usage, il y a à la fois des PI qui travaillent sur la question du changement, et notamment des attachements au lieu, notamment pour dire que et ça me semble important, quand on transforme un quartier en 10 ans, la seule chose plus brutale qu'on puisse faire à ce quartier-là, c'est lui faire la guerre. Donc c'est normal qu'il y ait des formes de résistance. Donc respectons aussi ça, comprenons ces questions-là. Et puis il y a un écologue. Et moi, à chaque fois qu'on rajoute du bâti, on devrait retravailler l'espace public, et on devrait rajouter aussi du végétal, et pas du végétal décoratif, des sols profonds, des arbres, de la densité végétale présente, une vraie présence de nature. On a la place. Très souvent dans le discours, on dit oui, mais si vous densifiez, il va falloir couper des arbres. Peut-être qu'il faudra couper des arbres parce qu'à cet endroit-là, il y a un arbre, mais en fait, on peut aussi remettre de la nature à partir du moment où ce qu'on vient faire, ce n'est pas la ville dissolue qu'on fait quotidiennement aujourd'hui, c'est une ville de la proximité sur laquelle on vient, si ce n'est supprimer, mais en tout cas réduire la place de la voiture. Il y a énormément de place aujourd'hui dans les villes existantes, en tout cas dans la plupart des villes existantes, à part le centre de Bordeaux, Paris, etc. Merci Sylvain. Je propose de prendre apparemment une dernière question, ou en tout cas remarque, qui est de monsieur Joël Guittard, Terre de Liens, qui est une association qui aide notamment les agriculteurs à s'affranchir du poids de la question foncière. Monsieur Guittard, je vous donne la main. Voilà, vous pouvez intervenir. Il y a une interview de Terre de Liens dans le bouquin. Ok, merci. Merci. Et je tenais justement à remercier tout d'abord M. Grisot d'avoir évoqué Terre de Liens, parce que je pense que M. Goléa l'a oublié par inadvertance, comme quoi Terre de Liens est un mouvement citoyen qui justement permet d'impliquer la société civile dans toute cette mobilisation du foncier, et notamment lorsque le monsieur tout à l'heure disait qu'il n'y avait pas assez d'agriculteurs et qu'il y a des terres à friche.
je ne pense pas que ce soit le problème de l'absence d'agriculteurs qui soit à l'origine de l'existence de cette friche. C'est que cette friche-là est difficilement accessible en termes de prix et de coûts. Et un particulier ne peut pas acheter. Et c'est peut-être là un petit peu l'idée intéressante de Terre de Liens, qui est d'impliquer la société civile qui, au travers de son épargne, va permettre de pouvoir mobiliser ce foncier. Et une fois que ce foncier est mobilisé, l'appel à candidature de porteurs de projets, et ça je parle par expérience, puisque vous voyez que je suis bénévole à Terre de Liens, on a énormément de réponses à tous les appels à candidature. Certes, il faut bien faire attention aux projets qui sont proposés, qui soient des projets matures, puisqu'on utilise de l'argent de citoyens, donc on ne peut pas l'investir et confier ensuite cet investissement à un porteur de projet qui n'aurait pas la capacité de mener son projet à terme. Donc tout ça, il faut être très, très précautionneux. Mais jusqu'à maintenant, je dirais, sur les 250 plus de 250 fermes qui ont été acquises par Terre de Liens en France, on a toujours trouvé des porteurs de projets. Et là, actuellement, je travaille sur des projets sur Marseille et ainsi de suite, où, sans avoir encore fait des appels, j'ai des personnes qui me contactent pour dire, mais si vous avez de la terre, nous sommes porteurs d'un projet. Donc voilà, c'était juste pour cette remarque-là qui me semble importante de redéfinir un petit peu. Pour moi, ce n'est pas l'absence de porteurs de projet, c'est plus l'absence de capacité à maîtriser le projet. Certes, les municipalités font le maximum, mais des fois, les municipalités n'ont pas le financement nécessaire. Et c'est là qu'on peut trouver et Terre de Liens déjà l'a eu fait avec la municipalité d'Aubagne, par exemple, de faire des co-acquisitions. On peut le faire comme ça, on peut le faire par le biais de notre fondation qui reçoit des dons. Et ces dons peuvent être participés à la co-acquisition. Donc, il y a des solutions pour maîtriser le foncier agricole. Excusez-moi, je suis un petit peu bavard. Merci Joël pour cette intervention. Sylvain, quelque chose à rajouter sur cette problématique, sur cette remarque? Non, pas du tout. Alors après, si, peut-être d'extrapoler à partir de ça. Je n'ai pas parlé de Terre de Liens, de la question agricole. Je pense qu'on en a pas mal parlé. J'ai mis un petit lien dans le chat là-dessus. C'est aussi un exemple, Terre de Liens, d'un mode d'intervention. Alors, pour traiter ce que j'appelle ces sols communs. C'est-à-dire à un moment venir sortir du marché dans la durée. Là, il se trouve que c'est un acteur privé, c'est une association, mais donc un acteur du collectif aussi. Ça peut être dans certains cas des acteurs publics. Et très clairement, on a besoin de se reposer la question du mode de gestion. Alors moi, je ne suis pas un collectiviste, j'ai été traité de collectiviste par un député à l'Assemblée nationale, mais je fais juste le constat que globalement, on a essayé la régulation par le marché. Dans bien des cas, ça marche, mais dans certains cas, ça ne marche pas. Et donc, on a besoin de sortir et donc d'avoir des outils qui sont des foncières, des outils du temps long qui permettent de sortir un certain nombre de ces espaces, de ces sols, parce que c'est simplement une ressource qui n'est pas renouvelable, qui est limitée par définition. Et donc, on a besoin de le traiter sans doute de façon différente. On n'est pas juste sur un tas de carottes. Voilà. Ok, très bien, merci. Je crois qu'on a épuisé les levées de main. Il y avait une intervention, Sylvain, je vous propose de clôturer à 19h45, qui serait peut-être l'heure des braves. Il y a apparemment plus de demandes de questions. Il y avait juste une remarque par écrit, qui est un sujet que... sans mauvais jeu de mots, puisque je suis arlésien, c'est un peu l'arlésienne, la question des périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles naturels, des PAN, qui sont trop peu souvent mis en avant. Il n'en existe qu'un seul dans les Bouches-du-Rhône, nous dit Vincent Leleu. Je ne sais pas si tu as une opinion là-dessus. C'est vrai, c'est trop peu utilisé, mais c'est la bonne démonstration qu'on ne manque pas de réformes législatives, on manque surtout d'action et que l'action, elle se fait localement par l'appropriation à la fois des élus, mais des citoyens locaux. C'est un outil extrêmement puissant. Encore faut-il le mettre en œuvre. C'est un outil qui permet de donner cette projection sur le temps long, c'est-à-dire de dire très clairement qu'un sol a une vocation agricole définitive, ou en tout cas quasi définitive,
oui, ça a du sens. Ça a du sens dans beaucoup d'endroits, notamment sur les espaces périurbains qui pourraient être menacés. Alain, vous souhaitez intervenir sur cette question on de transmettra. Alain, tu peux réactiver ton micro. Je crois que je t'ai vu lever la main sur la question des PAN. Oui. Oui, effectivement, dans les Bouches-du-Rhône, il y a Velo. Donc, les PAN sont moins utilisés que les apps, qui ne le sont pas énormément, parce que c'est un tout petit peu plus, encore un peu plus complexe à mettre en œuvre qu'une ZAP, mais effectivement, à Velo, c'est quelque chose qui marche bien. Juste par rapport à mon ami Joël qui est intervenu, non, je n'ai pas oublié Terre de Liens par inadvertance, simplement que comme je ne pense pas que j'ai été questionné là-dessus, et je rassure Joël, j'ai fait des propositions d'amendement au député François-Michel Lambert, pas plus tard que cette semaine, où j'ai repris deux propositions que Terre de Liens et Acter avaient formulées concernant la commission départementale de régulation foncière et l'observatoire régional. Voilà. Donc simplement, moi, mon mot de conclusion, c'est d'abord de remercier Sylvain d'avoir accepté l'invitation. Je suis d'autant plus content à l'avoir entendu pour la pédagogie et la clarté de son propos. J'espère que la visioconférence sur ce sujet vous a intéressé. Sachez qu'avec Jean-Luc, nous avons une page Facebook spécifique qui s'appelle Sauvons nos terres agricoles, parce qu'effectivement, le début de la sauvegarde de ces terres, c'est d'abord de les recenser, et également de montrer que nous sommes, avec les associations, force de proposition, et que ensuite, c'est ce dialogue qu'on essaye de mener avec toutes les communes. Malheureusement, il y en a peu qui sont réceptives à cela. On espère que le cercle des communes vertueuses ou compréhensives le comprendront. On pense également qu'un des moyens de mettre en œuvre ces projets qui sont proposés par les associations locales et les citoyens, c'est la question des budgets participatifs. Donc, je me réjouis, moi, personnellement, de voir qu'une ville comme Marseille envisage de créer des budgets participatifs. Et puis, on a très peu parlé là-dessus, un tout petit peu, Sylvain, mais de la place de l'agriculture urbaine, et je suis très content que la ville de Marseille ait mis en place, je ne sais pas, Sylvain, toi qui as une meilleure connaissance que moi des réalités des communes, mais la ville de Marseille a mis en place une délégation spécifique à l'agriculture urbaine. Ça montre que ce sujet-là, il est en train de progresser. Voilà. Merci. Donc, on transmettra, je vous invite à rejoindre la newsletter, mais surtout, on transmettra l'ensemble des documents aux inscrits, évidemment. C'est ce qui a été demandé. Donc, on transmettra effectivement les documents. Marilyn, en conclusion, nous dit qu'il existe moins d'une quinzaine de PAN en France et que Velo était un des tout premiers. Donc, bravo Velo. On va rester sur cette conclusion positive. Énormément de remerciements sur le chat par rapport à cette visio qui était à la fois très intéressante et très riche et originale dans sa forme on va dire, par rapport aux idées et solutions proposées. Nous mettrons évidemment en ligne la visio ainsi que les PowerPoint de Sylvain Grisot et d'Alain Goléa, notamment sur le site fne13.fr, mais sûrement aussi dixit.net. Voilà, donc merci à tous les participants. Nous étions un peu plus de 70 au début de cette visio. Il y a encore 40 warriors à la fin de cette intervention. Merci Sylvain Grisot pour ton intervention très dynamique et très enthousiasmante. Alain Goléa,
pour l'agriculture FNE 13 et puis notre président Richard Ardouin pour FNE 13. Bonne soirée à tout le monde. À bientôt, j'espère, dans de nouvelles séances de visio que FNE 13 s'engage à mener dans les semaines qui viennent sur des thématiques aussi passionnantes que passionnantes. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée et puis, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.